Alors, on est un tout petit peu en retard, mais on est plutôt dans les temps. Donc, suite de la journée, j'espère que vous avez bien mangé, j'espère que vous avez bu un bon café. 14 h, ça se passe ici en salle 0 avec Manuel, alias Corben. On va aussi donner ton pseudo. Corben qui va venir nous parler Bug Bounty. Alors il va présenter ça encore une fois beaucoup mieux que moi, sinon c'est moi qui ferai toutes les confs et là ce sera un peu embêtant je pense. Corben, petite actualité, alors c'est Yes We Hack, hein, la structure qui s'occupe de la plateforme de Bug Bounty que tu vas présenter, et je sais que récemment au niveau fait d'armes, on va dire, en termes de société, vous venez remporter un prix. Ouais. Au niveau du FIC, hein, c'est le prix du jury de la PME innovante du FIC 2017. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent pas le FIC, c'est le forum international de la cybercriminalité. Voilà, la cybercriminalité qui est organisée chaque année à Lille début janvier. Voilà, donc s'il y en a qui sont intéressés d'ailleurs pour y aller, je crois qu'il doit sûrement encore rester des places. Donc voilà, félicitations à toi, à toute ton équipe, et puis écoutez, applaudissez-le bien fort et puis je te laisse présenter ce que tu fais. Alors, j'enlève juste l'économiseur d'écran. Voilà. Écoutez, je suis content d'être là, ça me fait bien plaisir. Alors, je remplace Guillaume qui travaille ici à Séninopolis. Il n'a pas pu venir, donc voilà, ça s'est fait un peu rapidement, mais bon, je pense qu'on devrait s'en sortir. Donc aujourd'hui, j'ai prévu en fait tout simplement de vous parler de Bug Bounty. Mais avant de commencer, j'aimerais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Manuel Dorn. J'ai un blog qui s'appelle corben.info, que vous connaissez peut-être. Et donc, j'ai cofondé avec Guillaume Vassolière, qui bosse donc ici pour Quant, qui est RSSI pour Quant, Yes We Hack. Et en début 2016, on a créé le service Bounty Factory, qui en fait permet de faire du bug bounty. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Attendez, parce que je jongle sur 2 ordi en même temps. Pour commencer, on va parler un peu des origines du bug bounty. Donc en fait, à l'origine, les chercheurs en sécurité avaient 4 possibilités tout simplement pour remonter des failles. La première, que vous connaissez sans doute parce qu'elle est assez ancienne, ça se fait depuis la fin des années 80, c'est les CERT. Donc il y en a, les CERT, c'est en gros des organismes qui permettent de centraliser et de traiter tout ce qui est alerte relative à la sécurité. Donc il y en a plein, il y a les CERT SNCF, les CERT gouvernementaux, il y en a tout un tas. Donc quand un chercheur en sécurité trouvait une faille, il pouvait prendre contact avec un CERT. La seconde possibilité, c'est tout ce qui est full disclosure. Donc en fait, c'est une pratique qui s'est démocratisée en réponse à la sécurité par l'obscurité. Donc sécurité par l'obscurité, ça veut dire que je cache tout en espérant que personne me hack. Et donc le full disclosure, c'est de dire j'ai trouvé une faille, je préviens la société et au bout d'un mois, au bout de 2 mois, je la rends publique. Ça permet à la fois pour le chercheur de faire sa publicité, c'est-à-dire de communiquer autour de ce qu'il a fait. Et puis aussi, ça permet de forcer un peu la main des boîtes pour qu'elles patchent plus rapidement leurs failles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que des sites, des mailing lists, des sites qui font du full disclosure où les gens peuvent poster leur full disclose, il y en a tout un tas, donc elles sont assez historiques, hein, mais ça a été, on va dire, très critiqué à une époque parce que, par exemple, Security Focus, qui en fait hébergeait la mailing list Bugtrack de full disclose, a été racheté par Symantec en 2002, et ça a provoqué pas mal de réactions, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais qui disaient que Symantec temporisait un peu les failles qu'on faisait passer via Bugtrack, pour le temps que leurs clients aient le temps de patcher, etc. Donc ça a été pas mal critiqué. Maintenant, tout ça, c'est du passé, et en fait, maintenant, si vous voulez trouver des full disclose, ça se passe sur seclist.org, qui en fait rassemble des tas de mailing, de mailing list de full disclose très connus, dont full disclose qu'on voit ici aussi. Voilà. L'autre possibilité que vous connaissez sûrement, c'est le contact direct. Donc c'est le chercheur en sécurité trouve une faille et il prend contact avec la société avec un petit mail ou un petit coup de fil et il dit coucou, j'ai une faille. Mais évidemment, il n'y a pas forcément de garantie derrière de correction et ni de protection pour la personne qui a remonté la faille. Quand je dis protection, c'est éviter la police, ce genre de choses, de plainte, quoi, en fait.
Et la dernière possibilité, c'est ce qui s'appelle les concours. Donc vous connaissez peut-être Zydia Initiative, qui a été lancée, je crois, en 2005, ou encore Pwn to Own. Donc l'idée là, c'est de mettre des chercheurs en sécurité, des hackers, tous dans la même salle, et puis de les faire travailler pendant un week-end, une semaine, sur des produits tiers, c'est-à-dire ceux de Microsoft, ceux d'Apple, ceux de Google, etc. Et ensuite, à la fin, ceux qui ont remonté des failles sont récompensés. Voilà. Mais le problème avec toutes ces méthodes, c'est que parfois, ça se passe mal. Donc j'ai plusieurs exemples à vous montrer. Le premier, ça va rappeler peut-être des souvenirs à Damien, je ne sais pas s'il est là, mais c'est en 2002, l'association Hackers Voice, qui éditait le journal The Academy et qui avait lancé les formations de hackers dont vous avez peut-être entendu parler à l'époque, qui avait fait grand bruit, avait enquêté avait fait des tests sur des sites bancaires. Voilà, et donc ils avaient, en suivant le principe de full disclose, dit voilà, on a trouvé des failles sur 11 grosses banques françaises, on les a prévenues, elles sont au courant, et à telle date, on fait une conférence de presse où on va en parler, etc. Sauf que parmi les 11 sociétés, il y avait le Crédit Agricole, qui en a décidé autrement et qui a porté plainte. Donc le jour de l'annonce à la presse, il y a eu débarquement de police le matin et tout le monde au poste, et voilà. Donc ça s'est mal passé aussi pour eux, alors qu'ils ont suivi un principe de full disclose qui laisse le temps en théorie aux boîtes de corriger. Autre exemple, celui de la Black Hat, parce qu'en 2004, il y a un chercheur en sécurité américain donc, qui s'appelle Michael Lynn, qui a trouvé des failles dans les produits Cisco, dans les outils Cisco. Donc il a fait une conférence, comme il y en a tout le temps, voilà, la Black Hat, où il a expliqué voilà, comment il faisait. Alors il n'a pas donné ses codes, il n'a pas donné on va dire, les secrets, mais il a fait une démo et puis il a expliqué sur les grands principes comment ça se passait. Sauf qu'évidemment, la Cisco a mal réagi. On est en 2004, hein, ils n'ont pas encore forcément les bons réflexes comme on peut en avoir, comme les boîtes peuvent les avoir maintenant. Mais ils ont un peu surréagi, c'est-à-dire qu'ils ont porté plainte contre la personne qui a fait la présentation, donc Michael Lynn, qui avait trouvé les failles, qui les a expliquées pendant la conférence. Ils ont porté plainte contre les organisateurs de la conférence. Et ils ont aussi fait une espèce de descente en mode Men in Black à la Black Hat directement pour récupérer dès le lendemain toutes les présentations, que ce soit sur CD, sur clé USB, sur support papier, de tout ce qui parlait de Cisco à ce moment-là. Donc c'était une manière très agressive de réagir. Sans oublier qu'ils ont aussi porté plainte contre tous les sites web qui avaient donc les sites d'information, les sites un peu sécu, qui avaient parlé de cette faille, enfin de ces failles, et qui avaient juste retranscrit, on va dire, la présentation de Michael Lynn. Et dernier exemple, celui de Orange, qui en 2010 a eu la bonne idée de sortir un logiciel de sécurisation Adopi. Donc l'idée, c'est que vous êtes utilisateur Orange, vous ne voulez pas vous prendre une plainte Adopi parce que vos enfants téléchargent, etc. Vous installiez ça, ça mettait votre adresse IP dans une espèce de blacklist, de liste qui empêchait, qui empêchait le client de faire du peer-to-peer. Sauf qu'Orange a mal sécurisé ses serveurs et toutes les adresses IP étaient disponibles sur un serveur Tomcat, mais enfin on pouvait accéder à toutes les adresses IP des clients Orange. Voilà. Donc Orange a joué un peu le flou artistique là-dessus en disant que c'était une intrusion, qu'il y avait une faille qui avait été exploitée, ils ont porté plainte, etc. Mais la réalité, c'est qu'ils n'avaient rien sécurisé du tout et que tout était en ligne et clairement en ligne, quoi. Donc ça, c'est des exemples pour montrer qu'en fait, avant, les possibilités pour les hunters, pour les pentesters, les chercheurs en sécu étaient très limitées. Enfin, limitées. Il y en avait plusieurs, mais pas forcément, ça se passait pas forcément toujours bien. Il y a aussi quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que, des années bien avant, mais tout ça, il y a le monde de l'open source en fait, qui se développe, qui fait mûrir ses outils collaboratifs, qui fait mûrir ses méthodes de travail, qui permet de faire du développement tous ensemble, collaborativement, etc. Et sous l'impulsion des équipes de sécurité de Netscape,
en 95, Netscape a lancé un bug bounty, donc sécurité, sur les failles de sécurité, sur Netscape Navigator 2.0 bêta. Donc l'idée, c'était de dire, voilà, pour Netscape, c'était de dire, on propose un navigateur Internet qui est quelque chose d'autre que Internet Explorer. On est plus petit que Microsoft, on voudrait l'améliorer le plus rapidement possible et faire un navigateur solide. Et donc l'idée, c'était justement de demander à la communauté des gens qui font de l'open source, à la communauté, de remonter des failles de sécurité. Donc c'est Netscape vraiment qui a lancé le premier bug bounty qui était déjà sur la sécu. Et tout ça, c'est venu de l'open source. Ensuite, il y a eu un gros blanc jusqu'en 2004 où Mozilla a enchaîné aussi avec le bug bounty. Donc Mozilla qui est l'enfant naturel de Netscape. Donc voilà, tout ça, ça s'est fait en fait grâce à l'open source. Ensuite, les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Microsoft, se sont mis aussi au bug bounty. D'abord pour eux, pour leurs outils, mais aussi pour les outils open source qu'ils utilisent tous les jours, qui sont en fait au fondement d'Internet. Donc tout ce qui est serveur Apache, serveur Bind, MySQL, etc. Donc ils ont lancé un truc qui s'appelle the Internet Bug Bounty, donc voilà, quelque chose de commun en fait entre eux pour justement aider à améliorer la sécurité de ces outils libres. Et puis progressivement, le bug bounty s'est étendu en fait aux sociétés, mais au monde des entreprises, voilà, hors GAFAM, quoi. Donc là, sur ce schéma qui est dans un super doc de chez Buckroad sur un rapport 2016, je crois, ou 2015, je ne sais plus, on voit en fait que la première, il est un peu bizarre parce que la première colonne, si vous voulez, il faudrait la mettre à plat en fait. C'est-à-dire qu'on a commencé en 95 avec Netscape, Mozilla en 2004. Bon, les autres trucs, c'est les concours dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont un peu des bug bounty, mais dans un cadre d'événements. Et ensuite les GAFAM qui ont commencé, Google, Facebook. Et en 2012, les premières plateformes qui ont commencé à arriver. Donc les plateformes américaines, donc des plateformes de bug bounty qui proposent à leurs clients en fait, de faire des programmes de bug bounty qui sont lancés dès 2012. Et puis ensuite, ça a continué donc avec, là c'est que des boîtes américaines forcément, parce que c'est développé d'abord par là. Voilà, des boîtes web, etc. Mais que ce soit des startups ou des grosses boîtes, ça a démarré vraiment après 2012 au final. Il y a aussi un autre truc qu'il faut bien garder en tête, c'est ce qui s'appelle les arrangements de Wassenaar. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je ne suis pas juriste, mais en gros, c'est un accord qui est signé par 41 pays dans le monde, dont la France et les États-Unis, qui en fait permet de contrôler les exportations d'armes. Et donc les exportations d'armes conventionnelles, mais aussi de biens à double usage. Donc par exemple tout ce qui est DPI, etc., pour filtrer les paquets, enfin analyser les paquets, mais aussi bien sûr les vulnérabilités. Les failles de sécurité sont considérées comme des armes. Donc en Europe, à cause de ce truc, les hackers en fait, qui sont dans un pays qui ont signé l'accord, donc toute l'Europe, sont soumis à ça. Et donc ils sont hors la loi s'ils transmettent la vulnérabilité à un tiers hors des frontières de l'Europe. Mais ça marche aussi, pas seulement avec les hackers, avec toutes les boîtes. S'il y a des boîtes qui sont spécialisées là-dedans, qui revendent, en théorie, elles sont hors la loi. Donc ça, c'est un souci pour les chercheurs, mais nous, pour Yeswag, ça peut être aussi un avantage. J'y reviendrai après. Sur les plateformes, justement, là, je vous en ai mis plein, mais c'est principalement des américaines, parce qu'il n'y avait que ça jusqu'à ce qu'on lance. L'avantage de la plateforme, plutôt que de faire son bug bounty, on va dire en solo, c'est la communauté. Voilà. C'est-à-dire que la plateforme va gérer une communauté et donc elle va fournir un outil clé en main aux sociétés qui vont permettre de lancer rapidement un programme de bug bounty et d'avoir à disposition tout de suite des centaines, des milliers de chercheurs en sécurité qui vont travailler sur son périmètre. Donc c'est un gros avantage plutôt que de lancer un bug bounty from scratch sur son propre site au final.
Ça, c'est concernant l'évolution en fait des programmes de bug bounty. Est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est un buzzword? En fait, nous, ce qu'on a pu observer sur Fire Bounty, qui est un agrégateur de bug bounty, c'est-à-dire si vous faites du bug bounty, voilà, si vous cherchez, si vous avez des compétences là-dedans, vous pouvez, en allant sur Fire Bounty, trouver tous les bug bounty de partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont sur les plateformes américaines, il y a ceux qui sont chez nous, il y a ceux qui sont indépendants voilà, sur des petits sites, sur des sociétés, etc. Donc nous, ce qu'on a pu observer grâce à ça, parce que vu qu'on les indexe tous, c'est une augmentation de 200% en 2013 des programmes publics. Sachant que aussi, les programmes publics, c'est, on va dire, la face visible de l'iceberg. Il y a tous les programmes privés qui sont juste en dessous. Donc ça laisse imaginer un peu le potentiel et puis surtout la croissance de cette mode, entre guillemets, qui pour moi n'est pas une mode, mais qui est, enfin voilà, de cette nouvelle façon de fonctionner, ce nouvel outil en fait que les RSSI ont à leur disposition pour sécuriser leurs outils. Bon, ça, je vais vous en parler rapidement, mais les avantages du bug bounty, ils sont multiples. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quand vous voulez faire tester le périmètre de sécurité d'une application, d'un site web, de ce que vous voulez, vous faites ce qui s'appelle un audit. L'audit, c'est très bien, c'est quelque chose qui est très bien. C'est-à-dire qu'il faut, en fait, vous contactez une société, vous les appelez, vous leur dites voilà, j'ai ça à faire tester. Ils vont vous envoyer une équipe et puis c'est parti. Alors c'est bien, sauf que effectivement, c'est peut-être 1, 2, 3 chercheurs, si vraiment vous avez beaucoup de budget, qui vont venir pendant une semaine, 2 semaines, et puis qui vont tester votre périmètre. Voilà, donc c'est limité en fait sur le truc. Avec le bug bounty, c'est un peu différent parce que du coup, comme il y a la communauté qui est derrière, ça donne accès à beaucoup d'experts. C'est-à-dire des gens qui ont leur méthode, leur façon de voir les choses, leur façon de faire, qui ont une autre expérience. Enfin, ça multiplie en fait les compétences et donc ça peut potentiellement donner beaucoup plus de résultats sur une analyse de sécurité. Ça augmente en fait le champ des possibilités. Et puis surtout, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, puisque comme c'est quelque chose qui est, on va dire, mondial, tout le monde s'amuse dessus, tout le monde travaille dessus. Et donc, voilà, c'est non-stop. Je vais chercher le bouton. Ça, c'est pour vous montrer aussi que l'aspect communautaire qui est important. Donc, c'est-à-dire qu'il y a sur les plateformes, il y a un échange qui se fait en fait directement entre la boîte qui va créer son programme de bug bounty et les chercheurs. Donc, la plateforme fait pas en fait tampon entre les deux, c'est-à-dire que les gens rentrent en contact directement et peuvent échanger, communiquer, expliquer ce qu'ils ont fait, etc. Pour les entreprises, un bug bounty, ça permet d'ajouter un degré de transparence en fait sur la sécurité, c'est-à-dire de pouvoir d'abord garder le contrôle en fait sur le programme de bug bounty, c'est-à-dire pouvoir dire là je le stoppe, là je le relance, là je fais ci, je fais ça, enfin d'avoir vraiment la main dessus, d'avoir un retour bien sûr sur les failles qui sont trouvées par les chercheurs en sécurité. Ça permet d'éviter le marché noir, alors pas forcément en intégralité bien sûr, mais quelqu'un qui va trouver une faille va se dire qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je l'oublie, bon oui ok peut-être, est-ce que je vais la revendre sur le marché noir, ouais mais bon je vais peut-être aller en prison, bon là on m'offre une récompense si je la remonte, donc ça permet aussi de recanaliser une partie en fait de ce flux vers quelque chose qui va mettre en fait tout simplement au courant la société que cette faille existe. Ça évite aussi les exploitations sauvages, puisque cette faille, on l'a trouvée, on la donne à la société, mais enfin, on la donne à la société en échange d'une récompense. Mais du coup, il n'y a pas une exploitation sauvage qui pourrait être faite. La boîte a un retour, et puis surtout, si vous êtes une start-up, si vous démarrez, vous n'avez pas besoin non plus de dépenser des milliers d'euros, parce que comme vous payez qu'au résultat, ça vous permet d'intégrer la sécurité dès le démarrage en fait, de votre service, de commencer directement. Pour lancer un programme de bug bounty,
il faut quand même un certain engagement. C'est-à-dire que c'est pas un truc que vous allez faire un peu à l'arrache en disant bon ben 3 clics sur une plateforme, 3 clics sur Bounty Factory ou ailleurs et hop mon programme il est en ligne et tout va bien se passer. Ça demande quand même un niveau de sécurité initial qui est bon en fait. C'est-à-dire déjà démarrer avec un audit, qu'il soit fait par une équipe interne ou par une boîte qui fait de l'audit. Il faut quand même déjà avoir un truc un peu propre, quoi. Se dire voilà, je vais pas, parce que sinon, si vous sortez un code, vous le faites tester en bug bounty directement sans l'avoir fait tester avant par une société, vous allez vous retrouver avec une cagnotte, enfin des récompenses, vous allez donner des récompenses à tout le monde sur des failles super faciles et ça va aller très très vite, quoi. Donc ça c'est plutôt à faire, avoir un bon niveau de sécu initial. Pour que le bug bounty aussi soit un succès, il faut que vous travaillez le scope, donc le périmètre. Et là, sur le périmètre, il ne faut pas écrire n'importe quoi. Bon, là, on voit celui de Quant, où en fait, les mecs se sont amusés, ils ont fait premier commandement, deuxième commandement, etc. Parce que voilà, c'était leur délire. D'autres font différemment. Mais ça permet, en fait, le scope, c'est les règles du jeu, en fait, tout simplement. C'est du texte libre, la société met ce qu'elle veut, elle dit, je vais récompenser ça autant, telle faille autant, vous avez le droit de tester telle partie de mon site, mais pas telle autre, vous avez le droit de faire ci, pas ça, etc. En gros, c'est vraiment c'est les règles, c'est la bible du programme de Bug Bounty, et c'est vachement important de bien le rédiger, parce que c'est ça qui va faire le succès ou pas du Bug Bounty. Parce que comme derrière, il y a quand même une communauté avec... des êtres humains, faut quand même bien tout cadrer pour pas que ça parte en cacahuète, surtout au niveau com, avec des gens qui vont se plaindre parce que vous n'avez pas payé, parce que vous n'avez pas précisé dans votre programme que ce type de faille hors scope, vous ne les payez pas, etc. Ce genre de choses. Puis ça permet aussi d'impliquer les développeurs, les team leaders sur le périmètre de sécurité. Sur les bug bounty, il y a la possibilité de faire, on va dire, 2 niveaux, même si nous, chez Yesuyek, on en a 3. 2 niveaux, en gros, c'est un bounty privé, donc qui est fait par des gens enfin voilà, c'est un bug bounty qui n'est pas visible du grand public. Et ceux qui y ont accès sont des gens que la société invite, en fait. Dit, voilà, par exemple, OVH a commencé comme ça en disant voilà, je fais mon bug bounty, j'invite le top 10 qui est sur Bounty Factory, ou j'invite les gens que je connais qui m'ont déjà remonté des failles. Et donc là, c'est privé, ça permet de démarrer doucement. Voilà. Une fois que le bug bounty est assez mûr, lancé, que les workflows sont validés, on peut lancer en public. Donc là, c'est ouvert à tout le monde et tout le monde peut venir jouer, etc. Ça demande aussi de l'implication, parce que ça implique l'image de marque. Donc là, c'est un tweet d'un bug hunter qui se réjouit du bug bounty d'OVH, qui dit que l'échange a été excellent, etc. Donc ça demande une certaine implication de la part de la société pour que justement tous ces échanges avec la communauté se passent bien. Parce qu'il faut fédérer la communauté, il faut avoir de l'attractivité sur son bug bounty, par exemple en le faisant évoluer, en élargissant le périmètre, en augmentant les récompenses, etc. Donc c'est important en fait d'être gentil, de pas rentrer en clash avec eux, parce que c'est des gens aussi qui ont leur réseau, qui communiquent, qui échangent. Donc si c'est pour se griller, ça n'a aucun intérêt, quoi. Que ce soit pour la société, mais aussi pour les bug hunters. Le bug hunter aussi, son travail, ça va être de fournir des rapports qui sont bien construits, qui sont de qualité, parce que sinon il va se griller aussi, et puis il va pas. Après, voilà, il n'aura plus forcément d'intérêt à venir faire du bug bounty, puisqu'il sera blacklisté un peu de partout. Donc ça demande quand même un petit niveau de travail, notamment sur tout ce qui est patch. C'est-à-dire qu'une fois que la faille est remontée à l'entreprise, c'est important de pouvoir la corriger rapidement. Parce que si ça traîne, ça va frustrer le chercheur initial qui aura remonté la faille, mais ça va aussi frustrer tous ceux qui vont redécouvrir cette faille après, parce que ça va faire des duplicates. Donc en fait, tout simplement des failles qui ont été retrouvées une fois encore, mais celles-là ne sont pas payées, puisque la société en a déjà connaissance. Donc en gros, vous dites au mec, bon bah c'est bien, tu as travaillé 2 jours, mais on ne te la payera pas parce que quelqu'un nous l'a déjà remonté. Donc c'est des failles identiques qui ont déjà été trouvées. Donc si la société ne corrige pas rapidement, ça peut générer une petite frustration aussi au niveau de la communauté. Donc pour les développeurs, moi ce que je dis souvent, c'est que le fait de la correction doit devenir cette priorité sur le développement.
Ça, c'est intéressant. C'est la courbe de progression d'un bounty. Donc là, c'est celui de GitHub. Donc il n'est pas chez nous, GitHub, hein, il est chez HackerOne, je crois. Ça montre qu'au lancement, la première grande barre bleue, c'est-à-dire que quand vous lancez un bug bounty en public, par exemple, c'est nouveau, donc tout le monde va se ruer dessus parce que les failles, tout est à découvrir, quoi, donc voilà. Donc il va y avoir un pic. Et puis après, ça va redescendre parce que les failles les plus évidentes auront été trouvées, parce que les méthodes les plus traditionnelles auront été exploitées. Et après, ça va demander plus de boulot pour les chercheurs. Mais c'est vrai que ça devient intéressant. C'est ce qu'on voit avec cette courbe, c'est que la quantité de bugs qui sont remontés tous les mois, ça ne s'essouffle pas en fait. Ça ne va pas s'éteindre vers une courbe qui dirait il n'y a plus de bugs du tout. Non, en fait, ça reste assez constant pour plusieurs raisons. D'abord parce que le programme de Bug Bounty, il est vivant, c'est-à-dire que la société le fait évoluer. Comme je disais tout à l'heure, elle augmente les récompenses, elle va élargir le périmètre. Donc ça va donner plus de... ça va toujours encourager les chercheurs à chercher encore de nouvelles choses. Mais aussi, comme on est tous dans des process, toutes les sociétés sont dans des process de développement agile, c'est-à-dire que tous les jours, elles poussent des nouvelles fonctionnalités, elles mettent à jour des choses, etc. Forcément, elles introduisent de nouveaux bugs sans cesse. Donc, au final, ces bugs qu'on ne voyait pas, par exemple, entre 2 audits, si vous faites 2 audits par an, par exemple, tout ce que vos développeurs vont pousser entre 2 audits, avant vous n'aviez aucun retour dessus. Et là, avec le Bug Bounty, vous avez un retour en fait permanent sur tout ce qui est mis en ligne à l'instant où c'est mis en ligne, tout simplement. Donc ça montre que le Bug Bounty, après, se stabilise et reste quelque chose d'assez constant. Concernant les récompenses, alors ça c'est quand même un peu l'élément, on va dire, central, hein, parce que si les gens passent du temps et cherchent des failles, c'est clairement pour les récompenses. Alors certaines startups donnent des mugs ou des t-shirts, c'est possible aussi, ce qui peut être sympa si la boîte a une bonne réputation. Mais c'est vraiment la récompense qui va faire la différence. Donc la récompense, elle va en général de quelques dizaines d'euros. Donc chez nous, les plus basses sont à 50 € pour une faille, on va dire, standard, à plusieurs dizaines de milliers d'euros en fonction de la boîte, en fonction de la criticité de la faille. Donc c'est vraiment variable. Chez Bugcrowd, donc de l'autre côté de l'Atlantique, chez nos concurrents américains, ils ont fait une moyenne qui était une récompense de 300 $ par bug. Voilà, donc ce qui est pas mal, hein, sachant qu'il y a des gros écarts quand même entre les petits bugs à 50 balles et ceux à 10 000 € ou 10 000 $. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est en constante augmentation. C'est-à-dire que le budget, en fait, les récompenses, donc le budget alloué par les sociétés, a augmenté entre 2015 et 2016 chez Bugcrowd de 47%. Donc voilà, c'est quand même une grosse augmentation. Donc la courbe des récompenses est aussi en progression. C'est pas quelque chose en mode, je sais pas comment on appelle ça, mais low cost, Uber, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, mais où en fait les prix vont chuter et puis les gens vont travailler pour la misère. Non, là l'idée c'est que justement les entreprises, elles veulent motiver les gens. Donc comme les failles sont de plus en plus dures à trouver parce que les périmètres sont bien testés, il faut augmenter forcément les récompenses pour avoir des retours de qualité. C'est ça qui va faire en fait la différence entre un bon programme et un programme un peu moins fréquenté finalement. Un autre aspect intéressant, un autre aspect intéressant des programmes, c'est la gamification. Donc en fait, l'idée c'est de voir ça comme un jeu. C'est-à-dire que le hunter, en tout cas nous sur la plateforme, on l'a voulu comme ça. C'est-à-dire que si le hunter remonte une faille, il va gagner ou pas de l'argent en fonction de ce qu'il a remonté. Si c'est un duplicate, il ne va pas gagner d'argent, mais il va gagner des points. Et ces points, ça va lui permettre en fait de monter dans le classement. Et comme en parallèle de ça, nous on a une partie job board, en fait, site d'emploi sur le site, ça nous permet aussi de qualifier de manière opérationnelle les gens qui le souhaitent, hein, mais qui veulent mettre en avant leur CV. Donc on saura, un employeur par exemple pourra se dire, celui-là, voilà, par exemple, il n'a pas de diplôme, mais il fait du bug bounty, il est dans le classement, il a ça de points, donc je sais qu'il est bon, quoi. C'est pas une arnaque et je sais que le mec travaille bien, donc pourquoi pas l'embaucher ou le rencontrer. Et puis comme c'est un jeu, on peut aussi perdre des points. Donc par exemple, si le chercheur en sécurité fait un travail bâclé,
avec un rapport bâclé, ou alors remontent des failles qui n'en sont pas, ou abusent, en fait, spam par exemple les gens, enfin les sociétés en disant j'ai trouvé une faille, que la société perd du temps à essayer de trouver une faille et puis en fait il n'y en a pas. Le hunter perd des points et au final il se déclasse et après il se retrouve en bas du classement, donc c'est pas non plus dans son intérêt à lui. Voilà. Et donc ça permet tout simplement de faire rentrer les hunters, de cadrer les hunters dans la logique du programme qui est proposé, qui a été défini par les règles que les sociétés établissent dans les périmètres. Et bien sûr, les meilleurs ont accès à des programmes privés qui sont mieux payés, qui sont plus sympas parce que personne ne les a vus encore, donc il y a encore potentiellement beaucoup de choses à découvrir. Et puis voilà, ça permet à tout le monde en fait d'exercer sa passion en toute sécurité, sans craindre les poursuites judiciaires, parce que tout est signé, voilà, tout est réglé. Et puis nous on le voit, alors on a des gens dans notre équipe qui gagnent bien leur vie, enfin qui arrondissent bien leur fin de mois, on va dire. Et je sais que il y a des Américains, enfin des gens à l'étranger qui ont fait de ça leur gagne-pain, on va dire. Voilà, ils travaillent sur plusieurs plateformes, chez nous, chez les Américains, un peu partout. Et donc, ils gagnent leur vie uniquement en faisant du bug bounty. Mais là, il faut être quand même assez bon. Voilà, donc ça c'est la conclusion, je vous laisserai la lire. Et puis j'ai terminé, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Je ne sais pas si quelqu'un peut donner un micro. C'est parti, vas-y, tiens. On s'est fait abandonner par la prod. Voilà, tu nous as présenté des concurrents de ta plateforme, principalement américains. Est-ce que tu peux nous détailler quelle était toi ta motivation pour monter cette plateforme, à part l'intérêt technique? Est-ce qu'il y avait un autre projet, l'intérêt de faire un produit purement français? Alors, je vous ai pas fait la presse commerciale, donc je n'aurais pas parlé de tout ça, mais je peux en parler. En fait, donc Yes2Yak, ça existe depuis 2013. C'est un job board à la base, donc site d'emploi. Et l'année dernière, avec Guillaume, on s'est dit si on faisait du bug bounty, parce qu'en fait, il n'y avait que des plateformes américaines et il n'y avait rien en Europe. Et le problème, c'est que s'il n'y a rien en Europe, ça ne se développe pas, parce que le souci, c'est que les boîtes européennes, donc les grosses boîtes ou même les startups, ne vont pas faire de programme de bug bounty aux États-Unis, parce qu'elles ne sont pas folles. Les sociétés américaines sont soumises à des contraintes de Patriot Act, ce genre de choses qui ont en fait les contraint à collaborer avec la NSA, avec le gouvernement américain. Donc si demain, je sais pas, Air France ou je sais pas qui fait, ou Thales ou je sais pas, fait un bug bounty par exemple chez un Américain, un tribunal secret ou je sais pas qui pourrait décider de récupérer les failles et la société HackerOne ou Buckroad ou je sais pas, enfin la société américaine ne pourrait rien dire en fait, pourrait pas protester ou dire je peux pas vous les donner quoi. Elles sont tenues de par la réglementation américaine de les donner. Et donc du coup, en Europe, à part quelques sociétés un peu folles, il y a personne qui remontait, enfin qui faisait son programme de bug bounty, en tout cas sur ces plateformes. Et puis après, ça demande quand même, comme je disais, une certaine implication, un engagement. Donc ça demande un peu de boulot, quoi. C'est pas un truc qu'on peut faire comme ça à l'arrache si on n'a pas déjà une petite équipe SI, etc. Donc nous, ça nous a motivés, surtout qu'en Europe, comme il n'y avait rien, on s'est dit allons-y. Et je ne vous cache pas que c'était quand même du boulot, parce qu'il y a la réglementation en France ou en Europe sur les remontées de failles, même si c'est en train de s'améliorer avec ce que fait l'ANSSI, etc. C'est tout neuf, et donc il y a encore tout ce travail d'expliquer que c'est pas des criminels, que tout est cadré légalement, que voilà tout ça. Donc on travaille beaucoup là-dessus aussi, et là on a un truc qui tourne bien. Donc c'était la motivation principale en fait, de lancer un truc en Europe pour que les sociétés européennes puissent faire ça, et surtout que la communauté que nous on connaît depuis 15 ans, de par la nuit du hack, de par tout ça, puisse aussi s'épanouir sur des belles boîtes qu'on a en Europe ou même dans le monde, mais en respectant les lois, que ce soit les arrangements de Wassenaar, comme je vous ai dit tout à l'heure,
ou même dans un cadre tout simplement légal, en fait, pas faire de la remontée de vulnérabilité sauvage et pouvoir faire de la remontée, on va dire, propre, directement avec la société, et en plus toucher une petite récompense, ce qui n'est pas désagréable. Sur d'autres questions, n'hésitez pas. Du coup, tu avais parlé tout à l'heure que tout était cadré légalement. Quand le hacker, lui, veut faire répond à une des annonces, une des offres, c'est avec la société, directement avec la société qui traite, ou c'est directement avec l'entreprise qui veut remonter le bug, qui signe le contrat? En fait, la personne qui va gérer le programme de Bug Bounty, c'est la société. Enfin, c'est quelqu'un dans la société. Donc en fait, ça se passe qu'entre elle et le hacker, et le hunter. Moi, si je voulais aller voir les failles de sécurité de nos clients, je pourrais pas, en fait, parce que tout est chiffré, etc. Donc c'est un canal, en fait, qui est établi entre le hunter et la boîte, et ça se passe en direct. Elles communiquent, elles échangent, le hunter lui fait son rapport, peut envoyer un proof of concept, ce genre de choses. Et puis ensuite, c'est la boîte qui détermine si c'est critique ou pas. Et après, nous, on peut toujours jouer un rôle de modération ou venir donner notre avis si on nous le demande. Après, pour les sociétés qui n'ont pas les compétences, on va dire, pour faire ça, qui ne savent pas, par exemple, qualifier un bug, ou qui n'ont pas le temps parce qu'il y en a trop et qui ne savent pas, on va dire, qui peuvent pas maîtriser ce workflow, nous, on a mis en place un truc qui s'appelle le programme manager. Donc, en fait, on déporte, on prend en charge, nous, tout le programme de Bug Bounty de la société, et on s'occupe de tout. Et à la fin, on demande juste aux développeurs de corriger telle faille, telle faille, telle faille. Enfin, voilà. Donc là, on gère tout de A à Z. Mais sur un principe, on va dire, normal, c'est la boîte qui fait tout, en fait. D'autres questions dans la salle? C'était une par personne. Alors, on m'a soumis une question. À partir du moment où vous collectez comme ça des failles de sécurité, vous êtes assis un peu sur une mine d'or pour hackers. Est-ce que vous avez pris des précautions particulières pour gérer ces informations explosives? Pardon. Oui, forcément, oui. Parce qu'en fait, déjà, nous, en termes d'infrastructure, déjà, on a notre propre programme de Bug Bounty, donc on s'auto-teste. Voilà. On a tout chiffré, comme je disais, donc c'est sécurisé. On bosse avec des gens en interne. Et puis ensuite, nos serveurs sont aussi chez OVH, c'est-à-dire qu'ils répondent à des normes ISO 27001, SOC 2 type 2, SOC 2 type 1, ce genre de choses. Donc en fait, on respecte tous les critères de sécurité high level qui sont demandés, par exemple dans le cadre d'assurance cyber ou ce genre de choses. Voilà, on a pris ça comme sécurité. Ensuite, on s'est aussi cadré sur, par exemple, tout ce qui est paiement. On se repose uniquement sur des prestataires et des partenaires européens. Donc, par exemple, pour tout ce qui est signature électronique, on a un partenaire qui s'appelle YouSign, qui est français, qui fait ça. On a MangoPay, qui est une plateforme de paiement qui a été créée par la fondatrice de Litchi, qui en fait répond aux exigences européennes en matière de blanchiment d'argent, d'antiterrorisme, etc. Donc on sait que par exemple, tout le monde ne peut pas s'inscrire sur la plateforme. Un Iranien par exemple ne pourra pas. Et les gens qui s'inscrivent sont obligés de montrer patte blanche. C'est-à-dire que quand on s'inscrit sur Bounty Factory, c'est un peu comme si on ouvrait un compte en banque, parce qu'il y a MangoPay derrière. Donc il faut fournir pièce d'identité, adresse, il faut montrer vraiment patte blanche. Il y a plein alors moi je suis pas dans les trucs bancaires, mais il y a plein de critères qui font que c'est assez pénible et assez compliqué. Et on a des garanties en tout cas sur l'identité des personnes. Voilà. Après, entre la société qui fait le Bug Bounty et le hunter, il y a un anonymat dans le sens où le hunter, lui, il a son pseudo, et la société, elle voit que son pseudo, quoi. Ça va pas savoir que c'est Michel Dupont, c'est Robert machin, c'est Axor 2009, ou je sais pas, voilà, elle voit que ça. Mais nous, ça nous permet d'avoir des garanties et d'offrir des garanties justement aux sociétés en disant que si ça se passe mal, dans le pire des cas, s'il y a vraiment un gros problème, et que le mec sort complètement des clous, il peut y avoir recours judiciaire, juridique, je ne sais pas comment on dit, mais un recours au niveau de la justice là-dessus, quoi.
Je crois pas que ça a été abordé. Est-ce que ça s'est déjà vu au niveau étatique sur quelque chose de public avec des sites gouvernementaux, des choses comme ça, et pas avec des sociétés privées? Alors, en Europe, pas encore. Parce que même si là, l'Europe, en fait, ils viennent de doubler le budget pour faire de l'audit sur leurs outils open source européens, leurs propres outils. Et donc, il y a une partie qui devrait être consacrée au bug bounty. J'espère juste qu'ils ne vont pas la donner aux Américains. Je préfère qu'ils la dépensent en Europe. Chez nous, les concurrents, peu importe, mais voilà, que ça parte pas chez les Américains. Mais ça, on verra. Et aux États-Unis, il y a eu des exemples comme ça où en fait il y a eu un bug bounty sur le Pentagone. Donc voilà. Donc là, il faut être américain, il faut avoir un casier judiciaire vierge, il faut faire valider son identité, etc. Enfin, plein de trucs. C'est très pénible. Et là, ils ont ouvert aussi aux impôts américains, donc l'IRS et je sais plus l'armée, je crois, l'armée, ouais, l'armée américaine. Donc ça, c'est des choses plus étatiques, mais de l'autre côté de l'Atlantique. En Europe, en France, on n'a pas encore cet exemple, mais bon, c'est pareil, on les travaille. Moi, j'aimerais bien faire un bug bounty avec impôts.gouv.fr, ça pourrait être marrant. Et on offrirait les impôts gratuits à celui qui trouve la faille, mais bon, voilà. Donc, pour l'instant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est assez récent ici. Donc, les sociétés, les gens sont assez frileux pour l'instant. Donc, nous, on prêche la bonne parole, on explique, on leur dit, mais vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous faire pirater, parce que de toute façon, vous êtes déjà en train de vous faire pirater, sauf que vous n'êtes pas au courant. Et avec nous, ça sera pareil, sauf que là, les failles, elles ne vont pas partir sur le marché noir. Vous les aurez directement et vous pourrez les corriger. Voilà. Vous mettez en place, enfin vous offrez un certain nombre de services assez élaborés à la fois aux clients et à la fois aux hunters. Comment et qui vous rémunère? Et qui vous rémunère? En fait c'est assez simple. C'est-à-dire que vous êtes une société qui va faire son programme de bug bounty. Vous allez récompenser par exemple une faille à 100 €. Nous on prend 25% en fait. Donc en fait, c'est-à-dire que vous allez payer le hacker 100 € et vous allez payer en plus 25 € qui vont aller chez nous. Voilà. Donc au total, vous allez dépenser 125 €. Plus de questions. Moi, je me permets d'en poser une à titre personnel. Le projet est assez récent parce que je crois que c'était cet été que tu étais venu avec Guillaume pour annoncer vraiment la... Alors, tu l'as travaillé plus en amont, bien sûr, mais c'est depuis cet été vraiment que vous communiquez dessus. Là, vous venez de remporter le prix du FIC. Je sais que tu vas au CES de Las Vegas aussi, si je ne me trompe. C'est pour autre chose. C'est pour autre chose. D'accord. En fait, ma question, c'est comment est-ce que tu vois l'évolution de ton projet? Enfin, jusqu'où en fait vous avez envie d'aller avec cette plateforme? Je peux pas te dévoiler tous les plans. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, YesWeHack, c'est un, on va dire, j'allais dire un organisme, mais c'est pas un organisme, c'est un écosystème, voilà, entre la partie job, donc qui est assez important parce que YesWeHack, c'est la seule plateforme en France à proposer des jobs dans la sécu. Après, il y a des sites il y a des boîtes qui font de l'audit ou du pentest qui ont une section emploi, ou il y a des sites genre Monster qui ont peut-être une section sécurité, mais un site qui fait vraiment que de la sécu, il n'y a que nous. Donc en fait, on a ça comme brique, on a l'agrégateur, on a Bounty Factory. Tout ça, ça fonctionne aussi. On a encore d'autres choses dans les valises qu'on aimerait bien sortir. Et tout ça, c'est un espèce d'écosystème. Nous, en fait, ce qu'on veut faire au global, c'est remonter le niveau de sécurité des boîtes en Europe. C'est donner... faire en sorte que les gens dont c'est la passion puissent l'exprimer en toute sécurité, se faire plaisir, s'amuser. Guillaume Vassolière, lui, il est à fond là-dessus. C'est-à-dire que lui, son truc, c'est la communauté, quoi. Il veut fédérer cette communauté. Il l'a toujours fait avec la nuit du hack, etc. Mais c'est vraiment c'est son objectif, quoi. C'est fédérer la communauté, c'est remonter le niveau de sécu, c'est faire en sorte qu'en France et en Europe, on est un écosystème, on est je sais pas comment on peut qualifier ça, mais un écosystème de hackers, de sécurité, etc., où tout le monde
peut y retrouver quelque chose, tout le monde peut s'amuser et faire quelque chose d'intelligent, que ce soit avec les instances officielles, que ce soit avec les sociétés, que ce soit avec les associations, enfin tout ça quoi. Je rebondis sur ce que tu dis. Là, c'est pas forcément une question, mais c'est plus un avis, effectivement. Enfin, on s'est déjà croisé plusieurs fois au FIC, à la nuit du hack, et je suis très heureux encore une fois, que tu sois venu aujourd'hui. C'est vrai que notre communauté de hackers se voit assez régulièrement au travers d'événements, puis après via les moyens de communication que nous offre Internet. C'est vrai qu'on a parfois un peu du mal, on n'a pas du mal à ouvrir notre communauté, mais on a peut-être parfois un peu de mal à faire rentrer des gens qui sont extérieurs à tout ça, leur donner envie de venir. Je pense que ça, aujourd'hui, il faudrait peut-être qu'on essaye de... Et c'est pour ça que je dis que c'est pas du tout une question, là, c'est vraiment une réflexion ouverte, sans filtre. Il faudrait qu'on essaye peut-être d'ouvrir un peu plus, essayer d'être un peu plus sexy, tu sais, pour les gens, parce que c'est vrai que quand tu parles sécurité à des gens, comme tu en as parlé dans ta présentation, on parle sécurité à des gens qui sont complètement profanes en entreprise. On a l'impression qu'il y a un monde entre eux et nous, alors que la communauté hacker, on est des gens qui sommes on est loyal pour la plupart. Il y a toujours forcément des gens qui sont à couteau tiré, mais on est des gens qui sont assez ouverts, même avec des gens qui débutent ou des gens qui viennent nous voir en disant moi je connais rien à la sécurité, je suis pas du tout technique, mais qu'est-ce que vous faites, etc. Et je pense qu'un de nos objectifs aussi, peut-être sur les prochaines années, sur différents événements auxquels on participe, tout ce qu'on fait, la communauté de hackers en France, et c'est peut-être d'ouvrir un peu plus aux autres gens que les techs qui sont... Ouais, puis il y a aussi une autre partie qui consiste à faire reconnaître aux sociétés traditionnelles les bienfaits de cette communauté, et c'est leur faire comprendre que c'est pas juste des gamins avec des capuches qui vont détruire leur base de données, et que c'est des vrais gens qui font du travail de qualité. Et c'est vrai que le Bug Bounty, ça permet aussi de dédramatiser un peu ce côté-là et de leur faire un peu toucher du doigt cette communauté et de voir que on leur dit de toute façon vous testez, vous avez une cagnotte, enfin vous remplissez une petite tirelire, ça vous plaît pas, après vous partez, il n'y a pas de souci, mais ça leur permet de voir que ils ont derrière, ils ont du répondant, ils ont des gens qui sont intelligents, qui vont leur faire des rapports que même eux en interne ils n'ont jamais eu. Donc là ils vont y prendre goût. Et puis normalement ça devrait bien se passer. Et c'est pour ça qu'on a réussi à faire venir par exemple à la nuit du hack Orange, Quant, même si Guillaume il est dedans, donc ça c'est plutôt facile. Mais plus facile, OVH a déjà une très bonne culture, RSSI, etc. Donc voilà, mais des gens comme Orange par exemple, ce qui est la première boîte du CAC 40 à avoir fait un Bug Bounty, les faire venir à la nuit du hack, c'est quand même bien, quoi. C'est un premier bon pas, effectivement. De toute façon, c'est toujours la même chose. Je pense qu'on va aller chercher le haut, et puis après, le reste va suivre. En tout cas, merci beaucoup pour ta présentation. Je pense qu'on peut lui refaire un tonnerre d'applaudissements. Merci. Ça fait jamais de mal. Ça fait jamais de mal. En tout cas, merci encore d'être venu. Merci d'avoir remplacé Guillaume au pied levé.